Je suis Pierre-Marie Aubert, je coordonne à l'IDRI l'initiative Agriculture européenne. Et avec Xavier et puis tous les collègues qui ont contribué à cette étude, ils sont nombreux. Ça marche pas ça on est vraiment heureux de pouvoir vous présenter ce soir ces premiers éléments de résultat d'un projet TIFA, 10 Years for Agroecology, dont le titre dit assez bien les deux hypothèses sur lesquelles on s'appuie dans ce travail. Agroécologie d'abord, l'agroécologie comme réponse qui nous semble plausible, cohérente par rapport aux enjeux de notre système alimentaire, j'y reviendrai dans un instant. Et puis 10 years, 10 ans. 10 ans, c'est, il nous semble, le pas de temps dont on a besoin. Les 10 ans qui viennent seront décisives si on veut qu'effectivement en 2050, notre système alimentaire soit agroécologique. Alors sur la base de ces deux hypothèses, qu'est-ce que c'est que ce projet TIFA? Eh bien, c'est l'idée, dans une démarche prospective, sur laquelle on reviendra, d'explorer les conditions économiques, politiques, sociales et la faisabilité sur le plan agronomique, et alimentaire et technique d'une généralisation de l'agroécologie à l'échelle de l'Europe. Et ce travail-là doit nous permettre à la fois d'identifier les éléments d'une trajectoire de transition, comment est-ce qu'on peut y arriver en 2050, et d'intervenir, Sébastien l'a dit, dans un débat sur le devenir de notre système alimentaire. Un débat qui est marqué aujourd'hui par la prégnance et des attentes sociales qui s'expriment de plus en plus nettement par rapport à des enjeux auxquels, il nous semble, on ne peut plus esquiver. Alors, ici, je mets quelques coupures de presse qui permettent d'illustrer un peu ce qu'on entend par là. Sorti hier un rapport qui pointe le fait que l'espérance de vie des Européens, certes, continue d'augmenter, mais se retrouve menacée par l'augmentation de l'obésité, 68% de surpoids en Europe, et l'obésité, j'ai plus le chiffre exact en tête, liée à des évolutions de l'alimentation sur lesquelles je reviendrai. Les perturbateurs endocriniens, dont on voit qu'ils ont des effets extrêmement forts et qui sont liés en partie, pas uniquement, mais en partie à l'usage des pesticides. Une demande de consommateurs pour des produits bio, et du coup l'interrogation qui vient, est-ce que ces produits bio peuvent nourrir la planète? Des questions d'adaptation aussi, le changement climatique, il est déjà là, il pose des questions drastiques pour les éleveurs, les agriculteurs. On parle aujourd'hui du fait que les agriculteurs n'ont plus de foin, les éleveurs de l'Europe du Nord n'ont plus de foin aujourd'hui, alors que la période de soudure, c'est pas maintenant, normalement c'est dans 4 mois. Et puis des questions environnementales, en termes de biodiversité. Près de 80% des insectes auraient disparu en Europe en lien, pas uniquement, mais en lien avec les pratiques agricoles. Un tiers des oiseaux de nos campagnes, des campagnes françaises, qui auraient disparu au cours des 15 dernières années. Voilà quelques éléments pris dans la presse de ces 12 derniers mois qui témoignent, à notre avis, du caractère urgent et à la fois très sociétal des questions que l'on pose. Ce dont on va vous parler ce soir, c'est la première brique du projet TIFA, c'est-à-dire une brique qui se concentre sur le volet agronomique et alimentaire. Je précise d'emblée que les implications socio-économiques, politiques du scénario qu'on va vous présenter ce soir ne seront pas abordées dans notre présentation. Ce sont des éléments hyper importants, éminemment importants, sur lesquels on a commencé à travailler, mais pour lesquels les résultats ne sont pas stabilisés. Et il est à tout un chacun de s'y atteler, et c'est la suite de notre chantier. Notre attention l'a donc portée dans un premier temps, et c'est le résultat de ce soir, sur le volet production. Pourquoi production? Parce que Sébastien l'a un peu dit, c'est le premier problème qui est soulevé lorsque, dans un débat, on aborde la question de la généralisation de l'agroécologie. Précisons ici, Xavier y reviendra, que par agroécologie, nous entendons ici une agriculture qui s'affranchit des intrants de synthèse, pesticides, azote, et qui permet la généralisation des infrastructures agroécologiques et le maintien des prairies naturelles. On y reviendra. Mais dès lors qu'on aborde l'idée d'une généralisation de ce type d'agriculture, la question qui vient immédiatement, c'est comment nourrir l'Europe? Vous allez affamer le monde, vous allez affamer l'Europe. Et donc, pour faire rentrer véritablement l'agroécologie dans le débat, pour faire en sorte que cette option, elle compte au même titre que d'autres, il nous semblait, et il nous semble encore, et on espère qu'on va réussir ce pari, prouver, démontrer, quantifier que une Europe agroécologique, oui, était en mesure de nourrir les Européens et sans augmenter la pression sur les marchés mondiaux. C'était très important, et c'est très important, c'est une étape importante dans un débat, aujourd'hui, qui, nous semble-t-il, s'est enlisé. Il s'est enlisé devant l'impossibilité de tenir ensemble deux impératifs. Un impératif
qui est de dire il faut produire autant, il faut même produire plus face à l'accroissement démographique et au changement de comportement alimentaire. Et puis un deuxième impératif, il faut que l'agriculture contribue à la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre et permette une reconquête de la biodiversité, une restauration des ressources naturelles, là où jusqu'à présent elle a plutôt contribué à l'érosion de ces choses-là. La réponse aujourd'hui, dans le débat, la réponse qui domine dans le débat, c'est l'idée d'une agriculture intelligente et d'une intensification durable. Smart agriculture, sustainable intensification, c'est les termes qui reviennent. C'est une agriculture qui propose de faire deux choses, de faire moins avec mieux, hein, c'est l'idée d'être économe en intrants, mais de produire, de garder les mêmes niveaux de rendement, d'une part, et d'autre part, d'augmenter de manière substantielle la bioéconomie, c'est-à-dire de produire, de substituer du carbone fossile par du carbone renouvelable à travers la méthanisation, la production d'agrocarburants, etc. Sans entrer dans le détail ici, cette approche, elle a évidemment des mérites et elle a évidemment des fondements agronomiques bien réels. Mais elle nous semble faire l'impasse sur un certain nombre de choses qui ont justifié qu'on fasse un pas de côté. Les impasses, pour nous, c'est faire mieux avec moins. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'une baisse de la dose de pesticides ou de la dose d'azote, c'est suffisant par rapport aux enjeux de biodiversité qui se posent aujourd'hui, en particulier, pas uniquement, mais ceux-ci en particulier. Par ailleurs, l'accent est mis essentiellement sur les questions climatiques. Et du coup, la question des infrastructures agroécologiques, du redéploiement, par exemple, des prairies naturelles, qui sont la matrice aujourd'hui de la biodiversité des espaces ruraux, est quelque peu passée sous silence, voire même, ces infrastructures sont réduites par la priorité qui est donnée à l'élevage de monogastriques. On y reviendra, Xavier y reviendra. Et puis finalement, ce projet, il ne questionne pas ce qui nous semble, à nous, fondamental, c'est-à-dire la nécessité de produire plus. A-t-on besoin de produire plus ou de produire autant? Dans ce contexte, ce qu'on a cherché à faire, et ce qu'on va vous raconter ce soir, c'est de faire progresser le débat en posant à nouveau frais la question de la production. Plutôt que de partir des niveaux de productivité hérités de la modernisation agricole après-guerre, et de se dire il faut les maintenir, on a renversé la question. Et on s'est dit, quels sont aujourd'hui les besoins en production agricole pour nourrir durablement la population européenne d'ici à 2050. On a quantifié ces besoins-là, et sur cette base, on a regardé, on a mis en face qu'est-ce que pourrait produire une Europe agroécologique qui permettrait simultanément de faire face aux enjeux environnementaux que nous avons pointés, et donc aux enjeux sanitaires. Je parle de quantification, quantification des besoins, quantification des niveaux de production, parce que tout le travail qu'on a fait, il s'appuie sur une modélisation. Ce travail de modélisation s'appuie donc sur un modèle que nous avons développé. Xavier ici, Jonathan Saunier qui en a fait les premières ébauches, qui est ici avec nous, et qu'on remercie. Alors ce modèle, qu'est-ce qu'il dit et à quoi il sert? D'abord, précisons d'emblée que c'est un modèle qui résonne à l'échelle européenne. Donc tout le modèle, là, le système, il est à l'intérieur de mes pointillés. Ouais, c'est l'Europe. Hein, entre les pointillés, c'est l'Europe. Sébastien l'a déjà dit, c'est un modèle qui résonne à l'échelle européenne parce que c'est à cette échelle-là qu'on pouvait, dans un premier temps, vérifier que les grands équilibres agronomiques et nutritionnels pouvaient être respectés. Agronomiques, des équilibres en termes de balance azotée, est-ce qu'on a assez d'azote? Et nutritionnel, est-ce qu'on produit assez par rapport aux besoins alimentaires? Et puis des équilibres plus fins entre production végétale, production animale, on y reviendra. Ça a deux implications, hein. Je ne vais pas dans le détail, mais d'une part, on ne travaille que sur des valeurs moyennes au niveau européen. Ça conduit évidemment à des simplifications. Ça peut se questionner, mais en tout cas, c'était un point de départ pour nous. Et puis, deuxième conséquence, les échanges intra-européens n'ont pas été considérés. Les seules choses qui sont considérées, c'est les échanges entre l'Europe et le reste du monde, matérialisés ici par mes deux petites flèches là, export, import. Une fois que je vous ai dit ça, comment se structure ce modèle? Ce modèle se structure en 5 compartiments. Premier compartiment, l'alimentation humaine. Qu'est-ce qu'on mange? Combien de calories? Quel type d'aliments? Etc. Deuxième compartiment, cette alimentation humaine, elle est alimentée par une production végétale en premier lieu, une production végétale qui est déterminée par un usage des terres, par des niveaux de rendement, et par le choix d'allouer une fraction X ou Y de cette production végétale à l'alimentation humaine. Cette production végétale, elle a néanmoins d'autres destinations, et en particulier la production animale, dont le niveau de rendement et la productivité est déterminé en fait en grande partie par le type de production végétale qu'on alloue à la production animale.
Et puis, troisième usage de la production végétale, ce sont les usages non alimentaires dont j'ai parlé tout à l'heure, agrocarburants, méthanisation, biomatériaux. Derrière, en filigrane de tout ça, la clé de voûte de ce système, et c'est la cinquième composante déterminante, c'est le cycle de l'azote. Cycle d'autres éléments aussi, du phosphore, qu'on n'a pas abordé, qu'on n'a pas modélisé ici. Point important. Alors cet azote, il provient de différentes sources. Ici, vous avez l'azote de synthèse. Vous avez ici, que j'allume, toute la fixation symbiotique. Et puis, vous avez le retour d'azote issu des déjections animales sur les productions végétales, ce qui est une transformation de l'azote contenu dans la production végétale. Voilà un peu le modèle, comment est-ce qu'il fonctionne. Qu'est-ce qui nous permet de faire ce modèle? Il nous permet de travailler à partir de variables d'entrée, que sont les modalités de conduite des cultures, fonctionnement des systèmes d'élevage, les régimes alimentaires, les niveaux de pertes et gaspillages, et l'allocation pour les usages non alimentaires. Ça, ce sont des variables d'entrée. Ça nous permet, en fait, quand on fait tourner le modèle, on rentre des idées là-dedans. Après, il y a tout un tas de paramètres qu'il faut qualifier. Je ne rentre pas là-dedans, Xavier en dira quelques mots, et puis pour les questions. Ça nous permet, en retour, d'avoir des éléments, des variables résultats. Le niveau de production globale, et donc les besoins en import-export, ou les possibilités d'exportation, l'usage des terres, les émissions de gaz à effet de serre qui ont été permis, dont le calcul a été permis en couplant ce modèle avec la plateforme Climagri développée par Solagro pour l'ADEME, et puis les niveaux de pression sur la biodiversité qui ont été permis en couplant notre modèle avec un système d'indicateurs développé par la Commission européenne. Alors, ce modèle, on l'a développé, on en a testé la robustesse en travaillant d'abord de manière rétrospective, en regardant qu'est-ce qui s'était passé entre 1962 et 2010 au niveau européen. Première chose, l'alimentation des Européens. Comment est-ce qu'elle a évolué de manière graduelle? Eh bien, première chose, une augmentation de la prise calorique, une augmentation de la prise protéique, essentiellement associée à l'accroissement de la prise de produits animaux. Mon graphique, il montre la quantité totale de protéines, en vert les protéines d'origine végétale et en rouge les protéines d'origine animale. Et vous voyez que c'est essentiellement des protéines animales qui ont augmenté dans notre ration alimentaire. Et vous voyez en pointillé la couverture de nos besoins nutritionnels. Et donc vous voyez bien que là, aujourd'hui, on mange 2 fois plus de protéines que ce dont on a besoin en moyenne pour subvenir à nos besoins. De manière générale, je ne veux pas le détail de tout ce tableau, mais vous avez en orange les 3 chiffres importants, 2 fois trop de protéines, 3 fois et demi trop de sucre, et puis un déficit en fruits et légumes et en fibres assez important. Et donc avec des effets en termes de santé, et un médecin qui est plutôt pas très content de la santé de ses consommateurs, compte tenu de ces évolutions des régimes alimentaires. Cette évolution dans les régimes alimentaires, elle est allée de pair avec une transformation radicale des modes de production, animaux comme végétaux, qui a répondu à une triple dynamique. Triple dynamique d'intensification, de spécialisation et de concentration, agrandissement des exploitations. Du côté de la production végétale, cette triple dynamique, elle a été permise, notamment l'intensification, par le recours aux intrants de synthèse, pesticides et engrais azotés. Elle a permis donc un accroissement considérable de la production. Elle a conduit aussi à une spécialisation territoriale, on y reviendra tout à l'heure. L'accroissement de cette production, elle a eu 3 débouchés principaux. Une fois qu'on a saturé le marché européen, on a exporté, on a développé la production d'agrocarburants principalement, c'est le principal usage non alimentaire. Et puis, ce qui nous paraît le fait majeur des 5 dernières décennies, c'est la part croissante de la production végétale qui a été allouée à l'alimentation animale, liée aux importations de protéines végétales. Donc, à la fois, une part croissante de la production européenne était allouée à l'alimentation animale, et elle a été doublée progressivement d'importations massives de protéines végétales, issues notamment des Amériques du Nord d'abord, puis Amérique du Sud, cône Sud, résultant aujourd'hui notamment en un point clé de la situation actuelle, qui est que l'Europe est déficitaire, est importatrice nette en équivalent de terres arables. Aujourd'hui, on entend souvent que l'Europe a une vocation exportatrice, l'Europe doit nourrir le monde. La réalité du moment, c'est que l'Europe importe plus d'hectares de terres arables qu'elle n'en exporte, à hauteur de près d'un tiers de ces terres arables. C'est un élément majeur. Aujourd'hui, l'Europe pèse sur les marchés mondiaux beaucoup plus qu'elle n'y contribue
en termes de sécurité alimentaire. Ça, c'est un point qu'il faut souligner avec force. Alors, juste ici, pour illustrer mon point, la part croissante de production végétale allouée à l'alimentation animale, vous avez à gauche les oléoprotéagineux, à droite les céréales, et vous voyez en rouge, c'est la part dédiée à l'alimentation animale. Et effectivement, cette part a été croissante au cours des dernières décennies. Donc, la conséquence de ça, c'est un élevage animal qui s'est fortement intensifié. On a triplé la production de viande, on a accru la production de lait de plus d'un quart, d'œufs de plus de 50%, pour un cheptel qui est resté constant, lié à la fois au changement d'alimentation et au progrès de la génétique. Ce qui a permis l'augmentation de la prise de produits animaux dans le régime alimentaire européen et d'ouvrir des marchés vers l'exportation, notamment sur les produits laitiers et la viande. Derrière tout ça, quel est le métabolisme? On en a parlé. Une partie du métabolisme, en tout cas, c'est le cycle de l'azote. Un cycle de l'azote qui s'est profondément ouvert, pour reprendre les termes de European Nitrogen Assessment. 20% d'apport azoté en plus au total sur la période 1960-2000, issu de développement des engrais azotés, des fertilisants de synthèse, et des apports en protéines végétales issues de l'importation. Et en retour, 30% de pertes azotées supplémentaires à l'hectare, qui se retrouvent soit dans les eaux par lixiviation et dans les terres, avec des effets importants sur la biodiversité des milieux aquatiques, sur la perte de fertilité des sols liée à la destruction de la macrostructure et à la perte de matière organique des sols, ou perdues par volatilisation, ce qui contribue grandement au niveau d'émissions de gaz à effet de serre de ce système agricole, puisque les fertilisants azotés et les émissions de gaz à effet de serre liées aux fertilisants azotés représentent quasiment la moitié des émissions directes du secteur agricole. Au total, sur 50 ans, un bilan sur le volet environnemental et sanitaire qui soulève des enjeux très forts et qui nous a servi de point d'appui pour poser des propositions et pour proposer un cahier des charges pour une Europe agroécologique que vous aviez à vous présenter tout de suite. Donc, je reprends la main. À travers cette frise, vous avez compris qu'on a essayé de comprendre quelles étaient les marges de manœuvre qu'on pouvait tirer du fonctionnement ou de dysfonctionnement pour pas mal d'aspects du système actuel. Donc, dans le cadre de notre exercice de modélisation, on a dressé un cahier des charges. Alors, le mot cahier des charges, il est à prendre dans le sens des coupures de presse que Pierre-Marie vous a présentées au tout début, c'est-à-dire comment prendre en charge les enjeux à la fois environnementaux et sanitaires et d'alimentation qui sont très prégnants dans le débat public. Et puis ce cahier des charges, il a aussi une vocation très concrète de faire tourner le modèle. C'est une des déclinaisons de l'agroécologie dont on a vu que c'était un petit peu polysémique. Donc là, on a essayé de fixer les choses pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, on retrouve un principe clé en première approche qui est cette gestion d'une fertilité au sens à la fois de nutriments et de régulation des grands équilibres écologiques à un niveau territorial le plus local, donc en jouant sur les écosystèmes. Ça, c'est un principe de base de l'agroécologie. Un abandon des pesticides et une extensification de la production végétale. Cet abandon des pesticides, c'est une hypothèse qui est radicale, mais qui renvoie à toutes les questions qui sont en train d'émerger sur les difficultés d'évaluation de ces impacts de ces pesticides, les effets cocktails. Donc, on est bien normal de dire aujourd'hui de combien il faudrait réduire, par exemple, les IFT pour ne pas avoir d'impact sur la santé ou sur la biodiversité. Donc, commençons par tester cette hypothèse d'abandon radical de l'usage des pesticides et des engrais de synthèse, puisqu'il y a un couple entre les deux. La troisième hypothèse centrale, Pierre-Marie l'a aussi évoqué, c'est un redéploiement dans l'espace des prairies naturelles et des prairies naturelles extensives. Vous avez une petite fleur qui illustre cette grande idée, ou une grande fleur qui illustre cette grande idée, et qui est associée aussi à une extensification de fait de l'élevage, qu'il s'agisse de l'élevage de ruminants qui valorise ces prairies. La vache est proche de la prairie, c'est très très pensé d'un point de vue de la représentation graphique, et pareillement une extensification au niveau de la production des granivores.
Tout cela est associé à des hypothèses sur l'adoption de régimes alimentaires qui sont moins riches, plus équilibrés, qui correspondent aux chiffres que Pierre-Marie vous a présentés sur les déséquilibres. Et dernier jeu d'hypothèses, qui est à la fois qui a un sens politique assez fort, mais qui a aussi un sens méthodologique pour que vous imaginez quand on a un modèle, dans quel ordre on prend les hypothèses et dans quel ordre de hiérarchie on prend. Et donc cette dernière hypothèse, c'est un ordre de priorité. D'abord, on nourrit les hommes avec la production végétale, puis les animaux, et puis en fonction de ce qui reste, on le destine à des usages non alimentaires. Un chiffre pour illustrer l'enjeu de ces usages non alimentaires, les productions actuellement de biomasse agricole représentent 2% de la consommation d'énergie au niveau européen, d'après les statistiques d'Eurostat. Alors, 2 points pour commenter ce jeu d'hypothèses, ce cahier des charges. Le premier, c'est que nous nous positionnons dans un débat sur l'agroécologie et ces hypothèses reflètent des choix de cadrage qui sont extrêmement importants. Et ces choix, c'est de ne pas de considérer tous les enjeux d'une manière égale en importance. C'est-à-dire, c'est pas le climat contre la biodiversité ou contre la santé, c'est essayer d'avoir une approche qui prend en compte l'ensemble des enjeux auxquels aujourd'hui l'agriculture européenne est confrontée. Donc climat, ressources naturelles, biodiversité, santé. Il n'y a pas une coupure de presse qui est moins importante que l'autre. Le deuxième point qu'on peut faire comme commentaire sur cette liste, c'est le caractère systémique. Je vais passer vite, mais vous pressentez sans doute que cet abandon des pesticides, je l'ai évoqué, a des conséquences sur la gestion d'azote. C'est très très difficile d'avoir un fort usage d'azote minéral quand on n'a pas de pesticides, qui a lui-même un impact sur la place que les prairies naturelles peuvent jouer dans cette gestion de la fertilité et de la biodiversité. Donc, ce jeu d'hypothèses, il est présenté sous une forme de liste pour des raisons pratiques, mais il est clair qu'il a une forte dimension systémique sur ce qu'il décrit en termes de fonctionnement des systèmes agraires, et c'est un des points clés qu'on retrouve dans le titre même de notre rapport, ce côté de multifonctionnalité, si on revisite des vieux concepts, ou d'approche globale et systémique des enjeux. Alors, donc, on avait ce cahier des charges, et maintenant, il s'agit de faire tourner un modèle avec une question qui est quand même importante, c'est-à-dire que d'un côté, on a des paramètres qui décrivent une offre en matière d'agriculture et qui sont liés à ces hypothèses. Il est clair qu'en Europe, adopter ces hypothèses, dans le contexte aujourd'hui agronomique, conduit à une baisse de rendement, de production. Voilà, si on n'a plus de pesticides et plus d'engrais, il y aura moins de production. Donc, d'une part, on a un cahier des charges sur une demande qui veut dire peut-être il faut produire moins. D'autre part, on a une population européenne en 2050, 538 millions d'habitants, avec une consommation calorique. Et puis entre les deux, on a des terres. Et la question, c'est est-ce qu'il y a assez de terres en Europe pour faire tenir les termes de l'équation? Et a priori, quand on a commencé l'exercice, il n'y a aucune raison que les termes coïncident ou ne coïncident pas. Donc c'est vraiment l'enjeu de cette modélisation que de tester la cohérence des hypothèses sur une logique d'offre, d'usage des terres et de consommation. Donc premier point, je commence l'exposé en partant de l'alimentation des Européens avec ce que Pierre-Marie vous a dit, et la première étape, elle est assez classique dans des démarches de prospective, elle consiste à envisager une modification du régime alimentaire qui soit conforme à des grands principes nutritionnels. Donc on s'est intéressé à l'EFSA, au PNSS, à l'OMS, et donc reconstitution d'une diète d'ailleurs qui n'est pas trop rigoureuse. Donc on boit encore du vin dans Tifa, on va même en exporter. Et donc une composition qui, vous le voyez, est à la fois calorique et qui renvoie à un usage des sols, puisqu'on distingue les céréales, le sucre, les pommes de terre, etc. Donc un régime alimentaire qui est plus durable d'un point de vue sanitaire. La deuxième étape, donc, en fait, je vous refais le même raisonnement que Pierre-Marie vous a déjà largement brossé, qui est de s'intéresser à la production végétale. Donc, les hypothèses qu'on a sur les rendements, on sait et ont inspiré de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire l'agriculture biologique, avec une baisse de rendement moyennée sur toutes les productions, qui conduit à une baisse de 30% de la production végétale, mesurée en kilocalories pour avoir une unité commune.
Et puis, comme il y a moins d'aliments du bétail disponibles, la production totale en production animale baisse, elle, de moins 45%, une moitié. Alors ça peut paraître beaucoup. À l'horizon 2050, on est sur des trends qui sont finalement pas si différents de ce qu'on observe, en tout cas au niveau européen. Un point qui est important que j'ai oublié de mentionner dans l'assiette, je suis passé un petit peu vite, une des caractéristiques de TIFA, vous le voyez, c'est ces prairies qui sont au centre avec des fleurs. Et ces prairies, elles accueillent des herbivores, elles sont centrales. Et donc TIFA est clairement en différent d'autres hypothèses qu'on peut avoir sur l'alimentation, parce qu'on mange relativement plus de viande de ruminants, c'est nécessaire par rapport à cette place de la prairie. Alors c'est peut-être discutable, mais c'est discutable dans les deux sens. C'est-à-dire que si on avait une alimentation beaucoup plus granivore, la question de la place des prairies se poserait, et donc toutes les conséquences systémiques. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire un autre scénario, mais il faudrait bien réfléchir à toutes ces conséquences systémiques. Donc, pour vous montrer qu'il y a une quantification, que c'est moins 30% ou moins 45%, procède bien d'une quantification sur les différents postes de production végétale et animale. Puis si vous avez bien regardé les graphes précédents, il y a peut-être un truc qui vous a un petit peu étonné, c'est ces zibouibouis qui représentent, vous l'avez reconnu, du rhizobium, qui capte l'azote. Et ce rhizobium, c'est un des moteurs biologiques de l'agroécologie pour nous, puisque, enfin pas seulement pour nous d'ailleurs, hein, c'est quand même un grand classique, avec cette capacité de fixation de l'azote, et plus on le sollicite, et surtout moins on lui apporte d'engrais minéraux, plus il produit. Donc il y a un côté de mécanisme auto-entretenu. Bon, on ne peut pas atteindre des niveaux non plus extraordinaires, il y a des plafonds physiques, etc. Et précisément dans TIFA, dans notre modèle, on a essayé de quantifier quels étaient ces niveaux permis par la fixation symbiotique au niveau du cycle de l'azote. Et est-ce que par cette fixation symbiotique, qui est la seule source d'entrée dans le système, que ce soit dans les prairies et via un transfert par l'élevage, ou dans les systèmes de culture par des rotations et un rôle très important des intercultures là-dedans, est-ce qu'on a assez d'azote pour souscrire à nos hypothèses de rendement? Alors, la réponse, c'est oui, c'est sûr que c'est une variable qui est très tendue, et elle est très tendue effectivement en agriculture biologique, mais dans cette approche de modélisation agronomique, on peut boucler le cycle de l'azote. Alors, sur cette base, quels sont les impacts? Bon, on ne sait pas seulement faire tourner un modèle pour faire tourner un modèle, c'est qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de sortie. Alors il y a une première sortie, vous voyez des oiseaux, des insectes, et des abeilles qui réapparaissent pour des raisons d'extensification, pour des raisons de réintroduction des légumineuses naturelles et cultivées qui sont très importantes pour toute la chaîne trophique. Donc un scénario, mais il a été un petit peu construit, en tout cas avec cette préoccupation en tête, avec donc une forme de reconquête de la biodiversité. Et puis la grosse question qui se posait, c'est sur les gaz à effet de serre, puisqu'il y a tout un débat qui oppose techniquement un petit peu la conservation de la biodiversité qui est moins efficace, parce que c'est vrai que nos ruminants, ils produisent beaucoup moins de lait par tête de vache que dans les systèmes les plus intensifs, donc il y a toujours un peu cette question. Et en faisant tourner Climagri, on arrive à une réduction de gaz à effet de serre qui est de moins 40%, donc qui est tout à fait comparable avec les autres approches de réduction qui sont envisagées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on atteint ce résultat avec des postes qui sont très différents, c'est-à-dire que ce qui fait le gros du travail dans cette dynamique, c'est l'abandon des engrais azotés qui jouent à la fois au niveau des sols et au niveau de leur fabrication. Donc là, ça ouvre un débat, en tout cas, sur les stratégies carbone et les compromis par rapport à la biodiversité. Donc, dernier point, c'est les performances en termes d'import-export, et très très rapidement un maintien d'une capacité d'export en production végétale, une forte réduction en production animale, et surtout un arrêt des imports de soja qui pèsent extrêmement lourd dans la sécurité alimentaire mondiale. Alors j'en viens à la conclusion. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Premier point, c'est pour nous, TIFA, c'est un scénario qui est de rupture, mais qui est crédible. En tout cas, on a essayé d'en présenter la crédibilité. Il est clair que ce qu'on vous présente pas mal de ruptures en termes de fonctionnement de système agricole, en termes d'alimentation. Si on prend un recul à 2050, ce dont on s'aperçoit, c'est que les tendances
si on trace les courbes de tendance, finalement, on est dans des ordres de grandeur de choses qui sont déjà là. Et le deuxième point qu'on peut faire valoir, c'est que cette rupture, elle est déjà largement appelée par toute la demande sociale que Pierre-Marie vous a évoquée, et que finalement on est sur un projet moderne qui est comparable en ampleur à ce qui a pu se passer dans l'après-guerre. Thierry Doré évoquait René Dumont. Je pense que quand René Dumont, en 1945, il disait son projet d'agriculture moderne qui a conduit à ce qui s'est fait dans les années 70-80, je pense qu'il y avait le même décalage entre ce qu'il proposait et ce qui s'est réalisé qu'entre ce qu'on peut envisager aujourd'hui et une Europe agroécologique. Donc, on peut s'autoriser à penser ces transformations et ces changements, au moins d'un point de vue d'un champ des possibles. Alors c'est clair, Pierre-Marie l'a évoqué, il y a des conditions sociopolitiques, économiques qui restent à explorer. Elles restent à explorer avec le bon cadre d'analyse, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de faire tourner un modèle toute chose égale à par ailleurs en faisant juste bouger un paramètre d'offre ou de facteur de production. Là, c'est bien tout le système alimentaire qui change, et ce système alimentaire, en changeant, pose la nature de l'ordre des équations. Par exemple, le fumier, qui est aujourd'hui une externalité négative, devient une variable d'entrée essentielle dans le fonctionnement du système. Donc il faut bien reconstruire tout le système biotechnique pour bien comprendre les implications économiques. D'un point de vue social, il est clair qu'on est aussi sur la reconstitution d'une nouvelle chaîne de valeur qui est à repenser. Je pense que le mot valeur est à prendre dans tous les sens, c'est-à-dire que derrière ça, il y a la construction d'une qualité. Finalement, qu'est-ce qu'on veut à l'avenir? Quelle est la qualité de l'alimentation qu'on veut? Est-ce qu'on veut qu'elle détruise la biodiversité ou qu'elle permette de la reconquérir? Et tout cela, c'est des enjeux extrêmement importants qui ont des enjeux de comptabilité. Et le dernier point, c'est le côté européen. Pierre-Marie l'a évoqué. Il est clair que ce débat n'a de sens que si on le pose au niveau européen. Si un État membre, que ce soit la France ou un autre, s'engage dans cette direction seul, il ne peut pas y arriver. Je pense que sur les États généraux de l'alimentation, on a très bien vu cette question. Et là, ça questionne l'Europe en tant qu'unité politique sur qu'est-ce qu'elle veut comme modèle. Bon, là, pareil, je pense qu'il y a des débats en tension qui existent vraiment. Donc, voilà, c'est le mot de la fin. Le débat, on est clairement dans le champ politique et ça va laisser la parole aux autres intervenants.